sur STV, nous avons été gratifiés d'une émission, Carte sur table, que je regarde souvent, sur la crise des devises qui secoue actuellement notre pays, le Cameroun. Et donc, il y avait plusieurs panélistes, entre autres Bernard Wandji, entre autres Hervé Com, Martin Ongwazing et Pierre Nunkam, qui sont des gens que j'ai plaisir à regarder quand même parce qu'ils parlent d'économie. Et un certain nombre de points qu'ils ont soulevés, en l'occurrence, Hervé Com, par exemple, qui a dit qu'il n'y a pas de crise de devises au Cameroun. Et voilà, moi je ne suis pas d'accord parce que j'estime que dans un pays, quand on institue déjà le contrôle du change ou quand on rationne les sorties de devises pour les opérateurs économiques ou les personnes physiques, il y a déjà une crise de devises. Voilà. La crise, ça ne veut pas dire crise aiguë, mais la crise est déjà là. Voilà. Encore que les statistiques du gouvernement ne sont pas connues, donc on n'a pas une idée de l'ampleur de la crise. Voilà. Mais la crise est là, elle est installée. Donc, sur ce, il y a un certain nombre de points que les panélistes ont soulevés en disant des choses, j'estime que c'est des contre-vérités. Donc, j'ai décidé de faire un live pour pouvoir, pas pour déconstruire, mais pour pouvoir expliquer les choses point par point, pour que les Camerounais aient une autre version de la version qu'ils ont vue dans le live voilà, dans le live dans le live de Hervé Com. Voilà. Dans l'émission de Dipita Tongo. On va y aller point par point. Le point numéro 1, Martin Ongwazing a dit ceci. La crise des liquidités en devises étrangères provient du fait que nous importons tout et nous exportons peu. Je voulais dire à Martin Ongwazing que ce n'est pas vrai. Importer veut dire que nous dépensons de l'argent. Je comprends ce qu'il veut dire, c'est que nous dépensons des devises parce que nous achetons en devises à l'étranger. Lorsqu'il faut importer et nous dépensons, nous récoltons des devises lorsque nous exportons. D'abord, ce n'est pas vrai parce que j'aimerais dire à Martin Ongwazing que le premier poste de sortie des devises au Cameroun, c'est le poste énergétique. C'est l'achat de pétrole brut à raffiner pour la Sonara. Cet unique poste-là, en valeur, il peut aller sur les statistiques du gouvernement français, sur le gouvernement au ministère de l'économie et des finances en France. Il regarde les statistiques du commerce extérieur. Il va voir que le premier poste de dépense ou de l'Institut national de la statistique, c'est les sorties de devises pour les achats de pétrole. Alors, si on n'achète pas le pétrole, en supposant que la Sonara fonctionne encore, si on n'achète pas de pétrole brut pour raffiner, il n'y a pas de Sonara. Donc, pour régler le problème, ce n'est pas taper sur les importateurs. Pour régler le problème, il fallait moderniser la Sonara pour faire construire par les privés camerounais une autre société nationale de raffinage, une autre société de raffinage. Voilà. Donc, ce qu'il dit n'est pas exact. Ensuite, nous produisons. J'aimerais dire à Martin Ongwazing que nous produisons, il n'existe pas un pays qui ne produit pas. Si le Cameroun exporte par essence, ça veut dire qu'il produit. Simplement, le problème, c'est que notre industrie locale ne dégage pas des gains de productivité. Autrement dit, on n'a pas modernisé nos industries locales. Donc, elles n'ont pas des équipements neufs, elles n'ont pas un personnel mieux formé, elles n'ont pas des infrastructures d'accueil modernes, elles n'ont pas assez des coûts d'énergie faibles, elles n'ont pas la recherche et le développement. La conséquence de tout ça, c'est que les coûts sont élevés et les produits en provenance d'étrangers sont compétitifs comparés à ce que nous produisons localement. Donc, le fait d'interdire les importations ne réglera rien, ne réglera pas les problèmes, parce que ça va créer l'inflation. Voilà. Donc, pour dire à Martin Ongwazing que le problème, ce n'est pas de fermer les barrières à l'importation. Le problème, c'est parce que la capacité installée à l'intérieur n'est pas capable de satisfaire la demande locale. Un seul exemple, c'est le sucre, par exemple, avec la Sosucam. Il peut voir lui-même, la Sosucam ne parvient pas à couvrir la demande du marché. Sur 22 000 hectares au Brésil, j'ai fait une étude que j'ai publiée sur mon mur. Il peut consulter Martin Ongwazing. Sur 22 000 hectares au Brésil, on produit 600 000 tonnes de sucre.
Sur 22 000 hectares au Cameroun, on produit 120 000 tonnes de sucre. La productivité au Brésil est 6 fois supérieure à celle du Cameroun. Ça veut dire que quand on utilise un facteur de production au Brésil pour produire 1000 francs, pour produire 6 000 francs, le même facteur au Cameroun produit 1000 francs. La différence, c'est dans les gains de productivité. Ça veut dire qu'au Brésil, les techniques de production de la canne à sucre, le fait qu'on arrive à produire 2 fois la canne 2 fois, les techniques de coupe, les techniques de broyage, les produits qui en découlent, on fait du sucre, on fait du carton, on fait des biocarburants, etc., font qu'au Brésil, la productivité de l'industrie est nettement plus meilleure qu'au Cameroun. Donc, c'est un faux débat. Surtout, c'est un faux débat. Ne pas penser que la crise de liquidité provient du fait que nous importons physiquement beaucoup de marchandises. Ce n'est pas ça le problème. Autre chose, j'aimerais faire savoir à Martin Ongwazine qu'un État peut avoir une balance commerciale déficitaire, mais avoir une balance de paiement excédentaire. Je répète, un État peut avoir une balance commerciale déficitaire. C'est-à-dire qu'on perd au niveau de la balance commerciale parce qu'on importe beaucoup, mais avoir une balance commerciale excédentaire. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la balance commerciale, c'est la balance des paiements. Elle est déficitaire. J'ai expliqué à quelqu'un l'autre jour que supposons que nous exportons beaucoup et que nous importons peu. Donc, on a une balance commerciale déficitaire, excédentaire. On importe peu, on exporte beaucoup. On a une balance commerciale excédentaire, par exemple, de 500 milliards de francs CFA. Supposons que dans le même temps, les compagnies implantées au Cameroun doivent rapatrier leurs dividendes à 200 milliards. Supposons que les assureurs crédits implantés au Cameroun doivent rapatrier l'argent des recouvrements qu'ils ont fait localement, 200 milliards. Supposons que disons, pour améliorer un peu notre cas, supposons encore que l'État doit payer la dette extérieure, 1000 milliards. Vous voyez donc que tout de suite, les 500 milliards d'excédents commerciaux ne seront pas suffisants pour couvrir le paiement des dividendes, 200 milliards, le paiement des rapatriements des fonds des assureurs crédits, 200 milliards, 400, et la dette de l'État, 1400 milliards. Il y aura un déficit qui sera de 900 milliards de francs. Et donc, ça nous mettra dans la situation que nous avons maintenant. Donc, la balance commerciale est un solde intermédiaire de gestion. Le solde final, c'est la balance des paiements, c'est la position nette de la balance des paiements, si elle est déficitaire ou excédentaire. Or, dans le cas du Cameroun en ce moment, ce qui est déficitaire, c'est la balance des paiements. La balance des paiements ne tient pas forcément compte de la balance commerciale. Ça n'a rien à voir. Il faut que les gens enlèvent ça dans leur tête. Que c'est parce qu'il y a les importateurs camerounais qui importent le riz ou bien l'huile, ou si on interdit les gens d'importer le riz, ça va régler le problème. Ça ne va rien régler. Au contraire, même, ça va empirer. Parce que ça va créer l'inflation. Ça, il faut que les gens se le mettent bien dans la tête. Surtout les gens qui ont passé la semaine à taper sur les chefs d'entreprise camerounais, comme les Erwin, en disant tout et n'importe quoi. Ah, que c'est les importateurs qui sont responsables parce qu'ils gaspillent les devises. Non, pas du tout. Les importateurs, le déficit de la balance commerciale du Cameroun est de combien par rapport au montant que nous décaissons pour payer notre dette extérieure, qui est le service à la dette qui est de 1000 milliards pratiquement. Parce que l'État du Cameroun ne dit pas la vérité sur les chiffres, c'est embêtant. Nous, on connaît la vérité ici aux États-Unis, mais eux, ils mentent, je ne sais pas pourquoi. Je voudrais dire une chose, c'est que les Camerounais doivent savoir une chose. Moi, j'ai fait un peu de recherches. Ici, là, j'ai accès à une bibliothèque digitale où malheureusement beaucoup de Camerounais n'ont pas accès. C'est vraiment dommage. Et sur cette bibliothèque digitale, on a accès à beaucoup de données. En faisant des recherches, j'ai découvert même, c'est Micheline qui m'a appelé en me disant, mais Dieu, tu es encore debout? Je dis, ouais, j'étais en train de faire des recherches. Ça m'a passionné jusqu'à 3 heures du matin. Et je me suis rendu compte que quand le Cameroun exporte, quand un exportateur camerounais vend pour 100 000 € de bananes, par exemple, à un supermarché français, lorsqu'il se fait payer, l'exportateur français le paye, lui fait un virement au Cameroun.
Il faut savoir que dans ces virements-là, 50%, dont 50 000 francs, restent au compte d'opération ouvert au Trésor français. Il reste 50 autres mille d'euros. Ces 50 autres mille d'euros, quand elles arrivent au Cameroun, la Banque centrale, la BEAC, prend 50% de cet argent. Bon, soit disant qu'elle émet les CFA, maintenant, elle autorise les banques locales à émettre le truc. Donc, elle prend 50% de cet argent. Elle retient par devers les 50% de cet argent dans les 70% des 50%. Donc, ça fait 35 000. Et j'ai encore regardé, j'ai fait des fouilles sur des articles, j'ai fait des recherches qui démontrent que les 35% que la BA retient là, elle les place parce qu'il n'y a pas de marché de capitaux en devise. Nos marchés financiers ne fonctionnent pas. Il n'y a pas une place où les gens peuvent acheter directement les capitaux, par exemple à la BA. La BA les replace dans les banques internationales françaises, comme la Société Générale ou la BNP. Donc, elle leur confie ça pour qu'ils puissent aller placer ça sur les marchés financiers. Ça peut être sur les obligations du Trésor français, de l'État français. Ça peut être sur les obligations des grandes multinationales françaises. Donc, ces autres 70% des 50% là, dont les 35 000 repartent en France pour financer l'État ou les entreprises françaises. Ensuite, il reste 15% qui va aller dans nos banques commerciales, nos banques locales. Or, nos banques locales ont une petite taille. Elles sont obligées de passer par des grandes banques internationales comme la Citibank, comme la SGBC, comme bref, toutes ces grandes banques internationales, HSBC, pour pouvoir exécuter des opérations à l'international, comme des lettres de crédit. Par exemple, quand vous allez dans votre banque, vous dites, je veux une lettre de crédit documentaire pour importer une machine peut-être un conteneur du Bangladesh. La banque qui est au Bangladesh ne peut pas prendre la lettre de crédit d'une banque camerounaise. Elle va demander à la banque camerounaise de lui fournir une lettre de crédit tirée sur la Citibank à Paris, par exemple, ou la Société Générale à Paris. Et la Société Générale à Paris va demander à la banque camerounaise, par exemple NFC Bank, de lui déposer 100% de l'argent dans le compte. Résultat des courses, les 15% qui restent, les banques camerounaises rapatrient encore ça pour déposer dans des comptes d'opération ouverts dans les grandes banques internationales en France. Donc, à l'arrivée, quand un importateur camerounais vend la banane, récupère 100 000 $ ou 100 000 €, les 100 000 €, il y a 0 franc qui arrive au Cameroun. En réalité, la vérité, c'est ça. Il y a 0 franc qui arrive dans notre pays. Voilà. Vous comprenez à partir de là pourquoi quelqu'un comme Laurent Gbagbo avait secoué très fort le manguier, très très fort. Et ça a donné le fait que même la France a consenti aujourd'hui à lâcher du lest pour que les pays africains puissent faire des réformes. Ce n'est pas moi qui le dis. Emmanuel Macron l'a dit publiquement au Burkina Faso quand il y était, en disant, écoutez, il est temps, nous comprenons qu'il est temps de faire certaines réformes parce qu'on étouffe. Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre des Finances en France, ancien candidat à la présidentielle, ancien directeur du Fonds monétaire international, a dit la même chose. Il faut réformer le franc CFA parce que la manière où ça va là, ça étouffe. Ça ne convient plus au monde actuel. Il y a plusieurs rapports des sénateurs français sur la réforme du franc CFA. Moi, je les ai lus. Je vous convie à écrire au Sénat français. Ils vont vous donner ces rapports qui sont discloses, qui sont publics. Vous pouvez aussi les lire. Et vous allez constater que même en France, on se prépare quand même à une réforme du CFA. Sauf que dans notre pays, Paul Biya, pour assurer sa longévité, a décidé de ne jamais toucher au CFA. Et même tous les présidents d'Afrique centrale s'en plaignent. Voilà. Tant qu'il ne touche pas au CFA, il sait qu'il aura le soutien des multinationales françaises qui récupèrent notre argent pour se financer. Il aura le soutien des grandes banques françaises. Il aura le soutien des gens de Bercy en France, qui est un lobby très puissant. Je dis ça à l'attention de Hervé Com, qui a passé toute une soirée pendant 2 heures de temps à flinguer sur les hommes d'affaires, à vanter le RDPC, à pratiquement faire bisous sur le libéralisme communautaire, alors que l'occasion lui était donnée d'expliquer la vérité aux Camerounais. De dire aux Camerounais, voilà comment nous sommes ensablés. C'est-à-dire que même Macron, qui est président français, même Hollande, même Strauss-Kahn, sont des gens qui disent qu'il faut qu'on mette fin à ce système-là. Mais nous attendons votre proposal, nous attendons votre offre pour qu'on discute. Mais pour quelqu'un comme Paul Biya, ça ne l'arrange pas. Donc, il n'est pas prêt à mettre ça sur la table parce que
Il sait que tant qu'il ne parle pas de ça, on le laisse tranquille. S'il parle de ça, on peut commencer à lui dire, mais après tout, tu as duré longtemps, il est temps peut-être que tu cèdes la place à un autre. Nous sommes prêts à faire des réformes, mais avec un autre. Voilà. Ça, il faut le savoir. Que lorsque vous déposez, vous vendez à l'étranger et 100 000 euros entre, les 100 000 euros, il n'y a rien qui arrive au Cameroun, en fin de compte. Hein? Il n'y a rien qui arrive au Cameroun. Ensuite, je voulais expliquer une chose au niveau de la balance, toujours en répondant à Ongbazing. Ongbazing, la balance des paiements, avant qu'on parte de la balance commerciale pour arriver à la balance des paiements, il faut rajouter quand même les transferts. Hein, les transferts des agents camerounais de la diaspora qui revient. Il faut rajouter les investissements directs étrangers, c'est-à-dire que ce que nous recevons des investisseurs publics, privés, nationaux, il faut rajouter ça. À partir de ce moment, je redis encore, je suis en colère contre Dipita Tongo parce qu'il a éludé la diaspora. Bon, on m'a dit que Jacques Bima a parlé de la diaspora dans une émission sur Canal 2. On ne peut plus faire le débat de la balance des paiements, la crise des devises dans notre pays, sans parler de la diaspora. C'est que ce serait un faux débat. Parce que désormais, la diaspora camerounaise est au cœur du dispositif de l'acquisition des devises par le Cameroun. Au moins sur 3 points. Premier point, le Cameroun a besoin des transferts des agents de la diaspora en devises. C'est l'argent qui revient. Deuxième point, le Cameroun a besoin des investissements directs étrangers. C'est-à-dire que la diaspora camerounaise, je peux emprunter aux États-Unis, par exemple, pour créer un élevage de poulets chez moi, à Bouddha. Le climat s'y prête, c'est bien, il fait froid, on n'a même pas besoin de chauffer, on met juste la lampe tempête, je peux élever 100 000 poulets, je peux emprunter de l'argent ici. Dans l'économie camerounaise, c'est considéré comme des investissements directs étrangers, parce que les capitaux viennent de l'étranger pour entrer dans l'économie camerounaise. La particularité de la diaspora, c'est qu'elle ne rapatrie pas les dividendes dans l'étranger. Moi, si je gagne l'argent, si j'emprunte 100 000 $, 200 000 $ aux États-Unis, j'investis au Cameroun, ça rapporte l'argent. Vous pensez que je vais ramener ça aux États-Unis? Je vais dire, bon, écoutez, ça a rapporté combien? On me dit 50 millions. Achetez-moi un terrain de 10 millions et commencez à élever un immeuble. Si la bourse fonctionne, je vais dire, écoutez, les 50 millions là, achetez-moi pour 20 millions de francs d'actions de l'État et pour 30 millions d'obligations de l'État, pour 30 millions d'actions des Camerounais, des entreprises camerounaises. Donc, on a besoin d'investissements directs étrangers. C'est la diaspora qui peut nous fournir d'abord. On a besoin des transferts. C'est la diaspora qui peut nous fournir d'abord. Ensuite, j'aimerais dire quelque chose à Martin Ongbazing. Martin Ongbazing, j'ai un peu de respect pour toi parce qu'on dit que tu es banquier. Apparemment, tu travailles dans une banque. Quand on calcule la balance de paiement d'un pays, Martin Ongbazing, dans les importations, les dépenses d'un touriste sur le territoire camerounais, un touriste, c'est un non-résident. Non-résident, ça veut dire la diaspora camerounaise, qui est aujourd'hui de 8 millions. Ça veut dire les étrangers non-résidents, qui ne sont pas originaires du Cameroun, européens, américains, asiatiques, tout ce que vous voulez. Les dépenses, c'est-à-dire que quand un Camerounais qui réside aux États-Unis vient en vacances avec 10 millions, et il dépense les 10 millions là, soit pour louer une maison dans les résidences aménagées, soit pour louer une voiture, soit pour célébrer, je ne sais pas moi, le baptême de son enfant, soit pour acheter des cadeaux souvenirs, etc. avant de partir. Ces dépenses sont considérées comme des exportations. Je dis bien, quand un Camerounais vivant à l'étranger dépense de l'argent sur le territoire camerounais, un Camerounais non résident, ces dépenses sont considérées comme des exportations. Ils sont comptabilisés dans notre comptabilité nationale comme étant des exportations. Voilà. Je le dis aussi à Dipita Tongo, qui a fait un débat saucissonné. Quand on doit être journaliste au niveau de Dipita Tongo, je pense qu'on doit être professionnel quand même. Je redis encore, et vous pouvez le vérifier, Bernard Wandji a fait un BSC à Wharton.
Bernard Wanji, la dépense d'un Camerounais vivant à l'étranger, qui est non résident sur le territoire camerounais, est une exportation. De la même manière, la dépense d'un Camerounais résident au Cameroun, effectuée sur un territoire étranger, est une exportation, est comptabilisée dans notre comptabilité comme une exportation. Alors, une fois que j'ai dit ça, quel est ce pays qui a 8 millions de Camerounais vivant à l'étranger, dont près de 5 millions vivant dans les pays industrialisés, et qui tourne le dos à cette diaspora en laissant des visas, les demandes de visas extrêmement onéreuses, coûteuses. Les gens doivent se déplacer, je ne sais pas moi, vous partez de Chicago pour aller prendre un visa à Washington. Ça vous coûte presque $1000. Hein? Entre le billet d'avion, les chambres d'hôtel, etc., presque $1000. Si vous avez changé de nationalité, non reconnaissant la double nationalité, non intégration, comment peut-on laisser le potentiel de la diaspora en termes d'investissement étranger, en termes de devises à dépenser qui seront considérées comme des exportations? Comment peut-on, en termes de transferts, ce qu'on appelle dans la comptabilité nationale les transferts, on ne peut pas faire le débat de la sortie de crise de la balance des paiements dans notre pays sans parler de la diaspora. C'est que c'est un faux débat. C'est une illusion. Voilà, je le dis même aussi à l'attention de Bia, M. Bia et les gens qui travaillent autour de lui au ministère des Finances, à la présidence et autres. Vous ne pouvez pas éluder la diaspora dans ce débat, mes chers messieurs. Il faut réintégrer, et je l'ai dit la semaine dernière, les pays d'Afrique de l'Ouest n'ont pas les mêmes problèmes que nous. La différence se situe au niveau du fait qu'ils ont fait des réformes pour intégrer leur diaspora dans le jeu économique et politique et social. Attention à ceux qui mettent les têtes de mort. Voilà. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a quelques sardinats là qui nous mettent les têtes de mort, c'est désagréable. On ne peut pas faire ce débat sans incorporer dans le jeu la diaspora camerounaise. Parce que c'est la diaspora camerounaise qui produit des devises dans la section transfert, dans la section exportation. Voilà. Ça dit que calculez vous-même, il faut combien de temps, Martin Ombazi, entre toi et moi, mon frère, il faut combien de temps à notre pays pour mettre un bananier en terre, faire les semences, les rejetons, ce qu'on appelle les rejetons, planter, couper le bananier, emballer, exporter. Et sur un bananier, nous gagnons combien? Sur un bananier, nous gagnons combien? Autour de 2000. 2000, c'est combien? $3,50. 3,50 $. 2000, c'est 3 euros. 3 euros. Regardez la peine que vous donnez. Alors qu'il suffisait, pour avoir 3 euros, alors qu'il suffisait de changer les règles, reconnaître la double nationalité, intégrer la diaspora, c'est-à-dire qu'on lui donne des places au Parlement, au Sénat, changer, faire un certain nombre de lois, moderniser les procédures et enlever ces histoires de visa là. Voilà. Faire comme les Sénégalais, conçu des aéroports modernes pour qu'il y ait le check-in, check-out. Et faire pression sur les compagnies aériennes pour que les tarifs baissent, pour que les Camerounais commencent à venir. À partir de ce moment, les devises que les Camerounais mettent dans leur poche, voyagent, arrivent au Cameroun, dépensent dans les marchés, vont échanger dans les supermarchés, c'est considéré comme de l'exportation dans la comptabilité nationale. Ce n'est pas dur à comprendre. Je n'ai pas entendu ça sur votre plateau. Enfin, je veux dire une chose, la BEAC doit baisser les taux, parce que je les ai aussi entendus. J'ai aussi entendu Ombazine dire que oui, la BEAC, c'était une bonne chose qu'elle ait relevé les taux. Il s'est trompé. Quand un pays va vers la récession, on baisse les taux. Pour assurer les investisseurs. Ensuite, le deuxième point que j'ai noté, Hervé Nkoma dit l'État camerounais doit interdire aux Camerounais de détenir les comptes à l'étranger. Hervé Nkoma dit qu'il soutenait la nouvelle réglementation CEMAC. Je rappelle que cette nouvelle réglementation interdit désormais à toute autre personne, c'est-à-dire que les personnes physiques, des entreprises, publiques ou privées, de détenir les comptes en devises à l'étranger et donne ce monopole aux banques. Donc, il dit qu'il soutenait cette nouvelle réglementation. Et pour corroborer son argument, il a dit quelque chose de très grave, de scandaleux même d'ailleurs. Il a dit un Américain ne peut pas détenir un compte à l'étranger en devises. Come on, Evan, come on. Quel est le pays au monde qui détient le plus grand nombre de multinationales? Microsoft, Apple, Nike, Coca-Cola, qu'est-ce que dit?
Visa. Quel est le pays au monde qui détient le plus grand nombre de sociétés multinationales? C'est l'Amérique. Erwin Com, regarde Starbucks. Va regarder les disclosed financial statement de Starbucks. Regarde la quantité d'argent que Starbucks détient hors du territoire américain. Ça dépasse toute la masse monétaire de tous les pays de la CFA et le Nigeria. C'est que tu prends la masse monétaire en circulation au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, seulement Starbucks, la quantité d'argent qu'il détient à l'étranger, hors du territoire américain, ça dépasse tout ça. Et bien comme toutes les entreprises américaines, là, pour des raisons fiscales, ont des comptes à l'étranger, pour des raisons de trésorerie. C'est pour ça que je t'ai recommandé de mettre ta tête, ton nez et étudier ce livre-là, Global Financial Investment. Tu vas comprendre comment on gère la trésorerie dans une entreprise multinationale. C'est là-dedans. Si tu as été banquier, tu devrais le savoir. J'ai été choqué, j'ai mal dormi en entendant les inepties que tu as débitées à la télévision. Lis ça. Si tu ne comprends pas, je suis disponible 24 heures sur 24. Je vais t'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a rien ici dedans qui m'échappe. Une entreprise multinationale doit pouvoir organiser sa trésorerie et doit pouvoir disposer des comptes en opération à l'étranger. Des sociétés comme Microsoft, moi j'ai travaillé pour une entreprise multinationale américaine que je ne vais pas citer ici là, qui fait dans les... Bref, je ne vais même pas entrer dans beaucoup de détails. Seulement en Europe, ils avaient 7000 comptes. 7000 comptes en Europe. 7000 comptes. Je travaille 10 heures par jour sur un seul compte. Jusqu'à tes yeux là, tu t'as dit que jusqu'à tes yeux là, en sortant de là, ça voit noir. Ça n'a duré que 6 mois. Après, j'ai laissé cette histoire tomber. Quand je t'entends dire qu'une entreprise américaine n'est pas, les Américains ne peuvent pas avoir un compte à l'étranger. Donald Trump a été élu président aux États-Unis parce qu'il y a tellement de capitaux qui étaient à l'étranger et que pendant la campagne, il avait dit que Obama avait fait de la, justement comme au Cameroun, avait fait de la regulation, c'est-à-dire que avait pas fait passer une loi et que lui trouvait qu'au lieu de faire passer la regulation et la loi Obama, c'est je pense c'est section combien, j'ai oublié, c'est section quelque chose, je me rappelle très bien, qui dit que si entre janvier et avril, vous ramenez les capitaux aux États-Unis, on vous donne un abattement dans le paiement des impôts assis sur ces capitaux-là. Et Donald Trump a dit que c'était une bêtise et qu'il pensait qu'au lieu que les gens s'asseyent au Congrès ou au Sénat et décident, il fallait plutôt faire un deal avec les hommes d'affaires. Et que si lui, il était élu, il ferait un deal avec les hommes d'affaires. Ça veut dire, il les appellerait, il disait, bon, dites-moi ce que vous voulez, dites-moi ce que vous attendez, on voit ce qu'on peut faire pour que vous rameniez l'argent pour investir aux États-Unis. Et les vidéos pilules sur YouTube, où vous voyez comment Donald Trump a fait des deals avec les hommes d'affaires, ils sont assis autour de lui, il a fait des deals, pour voir que l'argent est rentré, il n'y a qu'à regarder la bourse. Quand la croissance est en hausse, la bourse aussi est en hausse. Aux États-Unis, la croissance ralentit, mais la bourse décolle. C'est parce que les capitaux reviennent. Donc, l'argent est injecté dans l'acquisition des actifs financiers. Si Erwin Com est banquier, s'il a été un jour banquier, s'il a exercé un jour la profession de banquier, c'est le minimum qu'il devrait pouvoir dire. Je m'étonne qu'il y ait un conseil national de la communication dans notre pays. On ne peut pas utiliser un instrument comme la télévision pour polluer les masses et toujours stigmatiser les chefs d'entreprise camerounais. C'est un scandale. Les entreprises privées ont besoin d'avoir des comptes en devises à l'étranger. Parce que les comptes en devises ne proviennent pas seulement de l'exportation. On peut aussi acheter des devises. On peut aussi faire des opérations à terme, ce qu'on appelle des forward contracts. Ça veut dire que je vends ou je m'engage à acheter ou à régler. Je m'engage à effectuer un règlement ou à recevoir un règlement en devise à terme,
mais avec des instruments de couverture. C'est ce qu'on appelle des fois contrat. Et ça veut dire que bloquer le coût de la transaction en utilisant des instruments qu'on appelle les choix. Je le dis encore, Evan, comme tout est ici dedans. Tout est ici dedans. Mon cher frère, si tu as un peu fait la banque, si tu n'as pas fait, il n'est jamais tard. Tu es encore jeune, tu as moins de 60 ans. Tu viens là, on va te dire ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu ne comprends pas, on va prendre le temps de t'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Les entreprises, les entrepreneurs camerounais, la réglementation que la BEAC a mis va tuer les entrepreneurs camerounais les uns après les autres. Comment voulez-vous qu'un transitaire, un organisateur de transport camerounais règle ses amateurs dans le monde s'il n'a pas, il ne peut pas avoir des comptes en devises à l'étranger? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous qu'une compagnie aérienne camerounaise opère dans le monde si elle ne peut pas avoir des comptes en devises à l'étranger? Comment voulez-vous? Un amateur peut utiliser des forward contracts et j'avais des swaps pour pouvoir fonctionner. Je veux dire qu'il faudrait que nos politiques, si vous ne comprenez pas, que vous soyez gouverneur de la Banque centrale, que vous soyez ministre des Finances, que vous soyez secrétaire à la présidence, nous sommes encore Camerounais. Posez-nous la question, on va vous expliquer comment ça marche. Je vous dis, la réglementation, la CEMAC va casser l'économie camerounaise. La nouvelle réglementation là va casser l'économie camerounaise bientôt. Il va la mettre à genoux. Il va nous mettre dans la crise économique. Ça ne marche pas comme ça. Sur plusieurs points. D'abord, les investisseurs ne vont plus venir. Les investisseurs vont mettre dans les cartes, donc vont mettre dans les tiroirs les projets d'investissement. Ils vont rester dans des positions d'attente. Et ensuite, les Camerounais vont les avoir en devise qu'ils ont à l'étranger. Vous voyez qu'ils vont ramener ça. Ils peuvent décider d'utiliser ça pour acheter des assets. Ça veut dire qu'on fait ça à un banquier et dit, bon voilà, achète-moi les actions dans telle entreprise. Ce n'est plus des avoirs en devise. Ça devient des actifs. Il n'y a pas une loi. La loi ne dit pas que les gens ne peuvent pas avoir des actifs. Donc, c'est facile à contourner comme un jeu. Et ces actifs peuvent être nantis pour pouvoir faire des opérations à l'international. C'est une réglementation stupide. Je n'ai pas entendu ça sur STV. J'en appelle à Dipita Tongo. Il faut qu'il sache que quand il fait une émission, là, les gens le regardent dans le monde entier. Il ne peut pas laisser dire des bêtises sur un plateau de télévision. Monsieur Hervé, comme les devises appartiennent aux agents économiques, j'ai pris deux exemples sur mon mur Facebook. J'ai dit une chose. Vous avez une multinationale camerounaise qui s'appelle Foku Fobet. Si Foku Fobet est qui est installé en RDC, en Angola, conçu les routes pour rapatrier son argent, il va procéder, il va payer. On va le payer en dollars ou en euros. À qui appartiennent ces devises qu'il a gagnées en Angola? Vous avez des entreprises camerounaises qui sont installées au Nigeria et qui, quand elles opèrent, gagnent leur argent en dollars. À qui appartient cet argent? À la BEAC? Si moi, je décide d'emprunter 200 000 $ aux États-Unis pour faire un élevage de poulets ou bien pour faire une plantation d'avocats, parce que l'avocat est très demandé aux États-Unis, il y a un gros déficit. Ou bien de l'ail, ou bien de pistache, par exemple. Parce que le pistache est tellement demandé ici aux États-Unis. Il est utilisé dans l'industrie médicale, etc. etc. Mon argent, là, ça appartient à qui? À l'État du Cameroun? Non, franchement, c'est sérieux quand même. Hein? Les devises dans notre pays sont détenues par l'État. C'est l'État qui perçoit les redevances sur le pétrole, les minerais, etc. etc. C'est payé en devises, surtout quand ils ont affaire à des étrangers. Elles sont perçues par les entreprises d'État, la Sodecoton, la CDC, etc. Elles sont perçues par les entreprises privées. Elles sont détenues par les entreprises privées. Elles sont détenues par les particuliers. Je veux encore comprendre que l'État ait l'obligation légale de domicilier ses devises au Cameroun. C'est normal. L'État ne peut pas utiliser l'argent des Camerounais pour aller spéculer. Je veux encore comprendre que les entreprises d'État aient l'obligation légale, parce que l'État, donc la collectivité, soit actionnaire, l'actionnaire principal au Cameroun. Mais on ne peut pas interdire, dans un contexte de globalisation, à des entreprises privées camerounaises de détenir des comptes en devises à l'étranger. C'est une usine à gaz. Surtout quand on sait que quand elles rapatrient cet argent-là au Cameroun, la configuration des accords monétaires que nous avons avec la France font que 50% vont au compte des opérations, 35% déposés à la BEAC retournent dans les banques françaises et 15% retournent dans les grandes banques internationales basées en France pour couvrir les opérations de lettres de crédit autres. Donc 100% repart.
Résultat logique, les entreprises camerounaises trouvent la parade en ouvrant des comptes à l'étranger. Ça s'appelle la liberté de commerce. Voilà. Et je voudrais expliquer quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le Forex Exchange. Peut-être les Camerounais ne savent pas, le Forex. Qui est un marché international où s'échangent les devises. Vous pouvez acheter ou vendre des devises. Dépendant que vous soyez acheteur ou vendeur, vous passez par une banque internationale, vous passez par des brokers, vous passez par des cambistes, vous pouvez acheter ou vendre des devises. Je vais expliquer plus tard la nécessité pour notre pays de libéraliser vraiment. Je vais expliquer plus tard. Et comment rendre efficace la libéralisation. Parce que c'est important, parce qu'il ne faut pas libéraliser comme ça. Notre pays a en l'occurrence un problème, c'est que les tailles des banques sont très petites. Résultat des cours, nous n'avons pas vraiment des banques internationales. Et je l'avais dit, il fallait, si Paul Biya avait été vraiment quelqu'un qui travaille, et non pas un gros paresseux, c'est qu'au moins, on aurait eu tous les 2 ans la fabrication même tous les 4 ans la fabrication d'un grand champion. En 20 ans de Paul Biya, on aurait 5 grands champions bancaires. Il n'a qu'à regarder comment en France, on a fait fusionner BNP, Paribas, etc., pour faire un grand pool bancaire. Société Générale aussi, etc., fusionner, Crédit Lyonnais, etc. La nécessité de faire ces pools bancaires-là, c'était de contourner, ça rimait à la globalisation. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait pour créer un grand champion de la banque? Et ça rimait à la globalisation. Parce que si nous avions un grand champion de la banque qui est implanté aux États-Unis, qui est implanté en Europe, qui est implanté en Asie, etc., c'est ce que les Nigériens essaient de faire avec les UBA, Diamond Bank, etc. Si nous avions ça, ces grandes banques-là auraient des comptes dans les banques centrales étrangères et feraient des opérations directement. Nous ne l'avons pas. Voilà où il est le problème. Le problème n'est pas d'avoir des raisonnements stupides comme ce que j'ai entendu sur le plateau de STV. Il faut interdire ci, il faut prendre telle loi. Monsieur, dans le monde d'aujourd'hui, en ce qui concerne les affaires, la loi ne change rien. C'est le dialogue, c'est le deal. C'est écouter ce que l'autre a dit. Nos entreprises devraient avoir la liberté d'acheter ou de vendre des devises. Je vous le dis encore, un organisateur de transport camerounais a besoin de payer ses armateurs ou de recevoir l'argent de ses armateurs. Il peut être le consignataire des navires. Et quand il charge des conteneurs et que ça part, peut-être qu'il a besoin de l'argent. Quand les navires arrivent et qu'il doit faire la consignation, peut-être qu'il a besoin d'être payé. Mais en même temps aussi, quand il confie des bateaux à l'étranger qu'on doit faire venir au Cameroun, il doit être payé. Il doit payer. Donc, il a besoin d'un compte pour faire des opérations en devises. Il a besoin d'une trésorerie à l'étranger. S'il a des armateurs dans la zone euro, il a besoin d'avoir un compte dans une banque en Europe. S'il a des armateurs dans la zone asiatique, il a besoin d'avoir un compte peut-être à Hong Kong ou à Singapour. Et s'il a un déficit, il doit pouvoir faire des compensations ou bien utiliser des forward contracts. Dit, bon, voilà, vous allez m'exécuter pour 1 milliard de transactions, mais je m'engage à vous donner l'argent dans 1 an. Et quand le forward contract est signé, l'amateur également peut l'escompter et récupérer l'argent à la, etc., 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 etc. C'est ici, là, hein, Evencom, c'est là. Cher frère, c'est ici, là, je ne t'attaque pas. C'est ici dedans. Vois le grand, le super banquier, là. C'est ici dedans. Voilà. Je le dis encore, la réglementation de notre pays empêchera notre pays de créer un jour des champions nationaux, des champions industriels, comme l'Allemagne, par exemple, créer des champions dans l'automobile. Nous ne pourrons pas avoir des champions. Cette réglementation va empêcher les faux coups de devenir un jour des champions. Les faux coups ne pourront pas devenir des champions. Parce que d'office, on leur dit déjà, écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas avoir des comptes à l'étranger, vous ne pouvez pas avoir des comptes à Hong Kong. Ce n'est pas possible. Je veux dire, je ne peux pas tout dire. Vous voyez, ça, c'est un ouvrage qui fait à peu près 800 pages. Vous ne pouvez pas expliquer ça dans un live comme celui-là. Mais il y a des techniques de gestion de la trésorerie pour les entreprises de taille multinationale. Hein, ça, c'est pour les entreprises internationales. Et le minimum, c'est que cette réglementation-là va à l'encontre de la liberté de commerce, va sérieusement pénaliser nos entreprises qui ne pourront pas être des entreprises de taille multinationale parce qu'elles sont désormais
barricadée dans un enclos avec des murs, comme qu'elle ne peut même plus escalader le mur. Je pense, et ça je le dis à l'endroit de Hervé, comme que pour résoudre le problème, nous devons désormais adopter la culture du dialogue. La loi, les décrets d'application, les décrets du chef de l'État, vraiment, je n'ai rien contre, mais c'est obsolète ça. Ça, c'est terminé. Décret du chef de l'État, ça, c'est terminé. Ça ne marche pas dans l'économie camerounaise. Le Cameroun est un petit enclos, invisible même avec un microscope. C'est un tout petit pays. Ce n'est pas, le dire n'enlève rien à mon patriotisme. Mais nous sommes un petit pays. Nous avons l'ambition de devenir un grand pays. Si nous voulons avoir l'ambition de devenir un grand pays, nous devons adopter les pratiques de gouvernance qui sont modernes et qui s'arriment au monde dans lequel on vit. En l'occurrence, nous devons permettre, par exemple, que nos entreprises commencent à rapatrier leurs devises. Si elles ont des surplus de devises à l'étranger, qu'elles les rapatrient, ben, s'il faut faire un deal avec les hommes d'affaires. Il faut mettre les hommes d'affaires à terre, il faut faire un deal. Deuxièmement, s'il y a un surplus de devises à l'étranger, peut-être que les gens ont domicilié les devises à l'étranger, c'est parce qu'ils voient bien que leurs devises, quand ils les déposent à la banque, enfin, ils ne restent pas à la banque, ils repartent à 100% à l'étranger. Donc, ils préfèrent aller les placer à l'étranger et ça leur rapporte de l'argent. S'ils les placent dans les obligations, s'ils les placent dans les SICAF, s'ils les placent dans les trusts, hein, vous savez, Erwin, comme qui a été banquier, c'est que je peux avoir 100 milliards au Cameroun, je la confie à HSBC, HSBC Moving Trust, HSBC Moving Cash Reserve, et place mon argent et ça me rapporte de l'argent. Pourquoi voulez-vous que j'aille le placer dans une banque camerounaise qui va le redonner ou ça repart à 100% à l'étranger et moi, je n'ai rien là-dedans? Ils optimisent leur trésorerie, c'est normal, c'est la liberté de commerce. Est-ce qu'on va mettre une réglementation qui empêche aux gens de gagner l'argent de gagner ce qu'on appelle le passive income? Ce n'est pas sérieux. Mais pour que l'argent rentre, regardez comment Donald Trump a fait un deal aux États-Unis avec les hommes d'affaires. Paul Biya doit être capable de faire un deal avec les hommes d'affaires. On n'a pas élu, enfin, élu, qui l'a élu? Moi, je ne l'ai pas élu. Il dit qu'il est élu. Il ne doit pas être là seulement pour recevoir les hommes d'affaires. Quand Bolloré vient, bon, il reçoit Bolloré parce que c'est un blanc. Il veut être vu avec les blancs, s'afficher avec les blancs pour que ça puisse impressionner ses frères noirs qui considèrent comme des indigènes et lui l'évoluer. Non. Il doit recevoir les hommes d'affaires camerounais, les mettre dans une salle. Et je l'ai dit sur mon mur. Été élu et que nous travaillons avec lui, nous aurons dit, président, donne-nous 15 jours pour organiser une rencontre avec les hommes d'affaires, les meilleurs hommes d'affaires, les capitaines d'industrie, pour faire un deal avec eux. Je vous donne ça, vous me donnez, vous mettez quoi sur la table? On met ça, voilà la facilitation que je mets, vous rapatriez l'argent et vous relancez les investissements avec. Ça veut dire que vous achetez les machines, ça veut dire que vous importez la matière première, ça veut dire que vous construisez des ensembles industriels, ça veut dire, etc., etc., etc. Vous achetez les brevets et vous me relancez la production locale à l'intérieur. C'est comme ça qu'on fait les deals. Le troisième point, c'est j'ai entendu Martin Ombazindi, pour éviter la crise des devises, nous devons interdire les importations de produits alimentaires. Et il a bien précisé que les produits alimentaires comptent 20% de l'importation nationale. Martin Ombazindi, si tu veux refaire, je suis désolé d'ailleurs, je m'excuse parce que j'ai été un peu dur avec toi sur mon mur, je t'ai demandé si tu étais le conseil économique de Bokassa ou bien de Idi Amin Dada. Bon, ça, je retire ça. Mais si tu veux refaire la crise sécuritaire de 2008, ben, il faut interdire l'importation de produits alimentaires. Parce qu'avant d'interdire l'importation de produits alimentaires, il faut t'assurer que tu n'as qu'à regarder la France. Quand la France avait interdit les importations de fruits et légumes en provenance d'Espagne et d'Italie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une hausse des prix de 30% dans les étalages en France. J'y étais. On a vu ce que ça a failli causer. Des coups de poing sur les... Ça partait dans tous les sens. Comment veux-tu interdire les importations de produits alimentaires quand tu n'as pas fait de réforme agraire, par exemple, pour cultiver le riz, les céréales, le maïs, tout ça? Quand tu n'as pas fait de réformes agraires pour qu'on puisse lancer la pisciculture, quand tu n'as pas mis en place les politiques de crédit, quand tu n'as pas un sémencier pour produire les semences, quand tu ne produis pas les produits phytosanitaires, quand tu n'as pas mécanisé la production agricole dans ton pays, donc pour augmenter les rendements, baisser les coûts et augmenter la productivité, comment tu veux le faire? Le kilo de riz importé qui arrive chez nous à peut-être, je ne sais pas moi, à 200, à ce moment, sera produit au Cameroun localement, sera à 400 et il n'y en aura même pas assez. Qu'est-ce qui va se passer? L'inflation. L'inflation, tu auras 2008. On aura un replay de 2008.
Les Camerounais, parce que les denrées de première nécessité vont augmenter, vont redescendre dans la rue. Et on va encore accuser Maurice Kamto. On va dire que c'est le complot de Kamto. Les Anani Rabin Bindi, journalistes vont venir dire, je viens. Non, c'est qu'on ne sait pas. Il faut dire s'il n'y a pas un complot. Non. Non, monsieur. Non, monsieur Martin Ombazi. Avant de contingenter les importations de denrées alimentaires, il faut s'assurer que l'appareil productif camerounais est capable de soutenir la demande, de suppléer l'offre de produits importés. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et tu connais la fameuse courbe de l'offre et de la demande. Quand l'offre baisse, même si la demande reste constante, ce qui se passe, c'est que l'équilibre bouge. En fait, il y a l'inflation. Il y aura l'inflation. Les prix vont grimper. Les commerçants vont spéculer. Ils vont dire, il n'y a même plus ça sur le marché. Ils vont garder en dessous de la table. Les prix vont grimper. Et là encore, vous allez accuser l'opposition. Hein? Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux un peu des fois, non, entre nous, Camerounais. Le quatrième point, c'est la parité flottante qui a été présentée par ça, c'est Bernard Wandji, qui a dit que la parité flottante, c'est la solution à la crise des devises. Il a dit que le CFA est une monnaie subventionnée et qu'elle est surévaluée et que si jamais on faisait... Bon, Bernard Wandji, oh, cher grand frère, toi et moi, on parle souvent, hein, donc je ne vais pas... Je sais que tu es quelqu'un qui a un background élevé. J'ai plaisir à apprendre devant un grand frère comme toi, mais permets-là que je te dise que tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. La plupart des pays sous-développés, cher BO, maintenant, ont deux choses. Soit une parité fixe, soit une parité flottante, mais encadrée. Ça dit ça, ça dit ça fait ça. Si ça monte, ça ne peut pas aller au-delà, il y a un plancher. Si ça descend, ça ne peut pas aller au-delà, il y a un plancher. La parité fixe a un avantage. Ça permet de rassurer les investisseurs. Les investisseurs peuvent faire des plans d'investissement à moyen ou à long terme. Les investisseurs peuvent faire des plans d'investissement à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être plus. Un investisseur est plus rassuré quand il vient dans un pays, c'est que la parité monétaire du pays est stable. Donc, il peut mettre son argent et il peut rapatrier. Ça permet de faire ce qu'on appelle le forecasting. C'est ici, là-dedans. Je n'invente rien. C'est là, je ne peux pas fouiller la page, mais c'est là-dedans. Ça permet de faire ce qu'on appelle le financial forecasting dans l'étude de projet. Bernard Wandji, tu es un technicien de projet, grand frère. Toi, les Penda et Coca, vous avez fait les mêmes MBA ici que nous. Je pense pas que vous avez oublié ça parce que c'est le day-to-day. Quand on fait l'étude de projet, on prend en compte le internal rate. On prend en compte même dans les calculs le taux d'intérêt. Quand un investisseur arrive et que lui, c'est que la stabilité, donc il n'a pas besoin de couverture. Enfin, mais la couverture lui coûte moins cher. Quand le taux est fixe, le taux de change est fixe. Par exemple, le taux de change par rapport à l'euro est fixe. Les assurances pour la couverture du risque de change aussi sont très moins chères. Mais quand vous allez décrocher le taux de change, les assurances pour la couverture du risque de change deviennent élevées. Parce que je viens mettre mon argent dans votre pays. Quand le taux est 1 franc CFA, 1,656 francs CFA, qui sait ce que ce sera dans 10 ans? Personne ne peut prévoir. Donc, il faut payer des polices d'assurance pour se couvrir. Et quand les polices d'assurance sont très chères parce que le taux de change est très volatile, ben, l'investisseur, ça le décourage. Donc, la fixité du taux de change dans un pays sous-développé est un avantage. Ça permet de contenir l'inflation. Ça permet de rassurer les investisseurs directs étrangers. Mon grand frère Bernard Wandji, je ne t'attaque pas en disant ça, pardon. Il faut que le jour où je t'appelle pour te demander des conseils, tu me donnes tous les conseils. La fixité des taux de change dans une économie sous-développée permet de rassurer les investisseurs étrangers parce que ça leur permet de démarrer facilement les projets,
permet de réduire les coûts des assurances et crédits sur les risques de change. Permet de faire des forecasting, des projections. Financial modeling, Bernard Wandi. Le livre, je ne sais pas où je l'ai mis là. Financial modeling. Tu prends ton Excel, tu fais le VLOOKUP, tu as tout dedans. Il ne faut pas dire des choses comme ça, grand frère. Il ne faut pas dire ça. Ça permet de rassurer les investisseurs, ils peuvent faire des plans à long terme. Une parité flottante ne fonctionne que dans le cas où l'économie, c'est-à-dire que l'économie est une économie performante, c'est-à-dire qui se développe, ou qui est une économie industrialisée, parce que c'est bas, comme disent les anglo-saxons, couvert par les actifs, ou bien par la progression de l'économie. Comment voulez-vous adosser une parité flottante à un pays comme le Cameroun, où les infrastructures industrielles sont vieux, les machines sont de très vieilles machines. Les machines les plus récentes datent de 20 ans. On a des machines de 40 ans au Cameroun pour produire. Visitez vous-même une usine au Cameroun. Si je le dis, c'est dommage. J'aurais dû prendre mon truc là pour vous montrer. Mon badge, j'ai fait un stage ici, c'est Rockwell Automation. Dans la trésorerie, vous allez voir, c'est le champion du monde de conception et de fabrication des lignes industrielles pour les usines. Rockwell Automation. Aux États-Unis. Leur siège n'est pas loin d'ici. Quand vous voyez les lignes, vous voyez les ingénieurs, les lignes qui sont en train de dessiner et fabriquer pour envoyer en Chine, et vous comparez à ce que nous avons au Cameroun, mais c'est le cas. Quand nous n'avons pas modernisé notre industrie, quand nous n'avons pas la fourniture d'énergie, quand nous n'avons pas les infrastructures structurantes qui permettent de produire à faible coût, mais comment voulez-vous adopter une parité flottante? Parce que vous produisez la banane, le café, le cacao, le coton? Non, BO. Ça ne va pas marcher. Parce que la banane, les machins, tout ce qu'on produit là, eux-mêmes ont des coûts qui sont tellement volatiles. Tu ne peux pas ajouter la volatilité sur la volatilité. Ça va faire exploser le système. On a besoin de produits des biens stables. Des logiciels, des brevets de recherche, des produits manufacturés, innovants, donc compétitifs. Des produits que nous pouvons vendre à terme. C'est en ce moment qu'on fait la parité flottante. La parité flottante aussi permet d'optimiser la trésorerie nationale du pays. Par exemple, si on a inclus la diaspora dans le jeu, et on sait que, bon, voilà, de juin, juillet, août, la diaspora rentre massivement au pays, on peut procéder à une dévaluation de 20%. Pour que quand la diaspora entre, l'argent qu'elle apporte permet à la Banque centrale de battre monnaie, de mettre de la monnaie locale en plus grand, avec un surplus de 20%. Et une fois que c'est fini, on réapprécie la monnaie. Autre chose, Bernard Wandi, c'est important, mon cher grand frère, permets que je te le dise. Quand un pays va adopter la parité flottante, il faut qu'il ait assez de réserves en devises. Il faut qu'il ait une machine économique qui permet de générer énormément de réserves en devises. Parce que les spéculateurs peuvent attaquer sa monnaie. Et s'ils attaquent sa monnaie, il doit avoir des devises pour pouvoir couvrir la monnaie et empêcher que ça chute. Que le cours s'effondre. Non, vraiment, vous ne pouvez pas vous mettre sur les plateaux de télévision, dire des choses. La terre vous regarde, hein? Je vous dis, je ne vous attaque pas, mais la terre vous regarde. Vous dites vraiment des choses telles que vraiment... Oui, Michel Mwamba dit à lui quand même dépasser par l'âge. Michel Mwamba, tu as raison. Michel Mwamba dit les ressources du pays peuvent aussi garantir les investissements même quand la parité n'est pas fixe. Non, Michel Mwamba, c'est faux. Si c'est toi l'économiste de SDF qui conseille John Fundi, Michel Mwamba, c'est faux. Mais je ne vais pas t'attaquer ici, là, je ne veux pas que ça dégénère. C'est faux. C'est pas vrai. Hein? Voilà. Donc, on doit vraiment... Bernard Wandi, grand frère, non, 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 mon grand. Hein? Parce que tu dis que tu as encore dit une chose, que la parité flottante octroie la compétitivité à l'économie. Non, BO.
Non grand, non grand. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la parité qui compte. Une économie peut faire une dévaluation compétitive de sa monnaie, comme j'ai expliqué. Parce que quand la Banque centrale récupère les devises, elle émet de la monnaie locale. Ça lui donne un droit d'émission de la monnaie locale. D'accord. Pour augmenter la masse monétaire, vous savez, vous avez les data, les données statistiques, la Banque centrale dit, voilà, lorsque les Camerounais de l'étranger commencent à arriver en juin, juillet, août, un quota, ça veut dire 3 mois, par exemple, ils dépensent localement dans l'économie 2000 milliards ou 1000 milliards, disons, ça va être très simple, 1000 milliards. Si nous dévaluons notre monnaie de 1000%, ils arrivent avec une devise, comme le 20%, comme la monnaie s'est dépréciée de 20%, d'abord, ça augmente leur pouvoir d'achat pour acheter les biens produits localement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut pouvoir produire localement. Il faut pouvoir produire l'eau. Ça ne va rien changer si vous importez l'eau et viande. Si vous dévaluez le prix de l'eau et viande, va augmenter. Mais si l'eau qu'on boit au Cameroun, c'est une eau 100% fabriquée au Cameroun, voilà un bon facteur. Si dans les restaurants camerounais, on consomme de la nourriture, etc., importée, pas du riz importé, mais des produits importés au Cameroun, voilà un bon facteur. Les chambres d'hôtel, etc., etc. L'avantage, c'est que l'injection de 1000 milliards de devises permet à notre banque centrale non plus d'émettre 1000 milliards en monnaie locale, mais d'émettre 1200 milliards en monnaie locale. Donc, ça permet une augmentation de la masse monétaire. BO, si j'ai dit une vérité, un mensonge, appelle-moi. Je suis à mon numéro, tu m'appelles, tu dis petit frère, tu as dit une contre-vérité. Or, BO, qui au Cameroun, dans un pays où il n'y a plus d'investissement, la zone industrielle, les usines qui étaient là-bas sont carrément à l'arrêt. Dans la zone anglophone, dans l'extrême nord, qu'est-ce qui permet là, avec la morosité économique qui est actuellement au pays, de dire que si on adopte une parité flottante, quand la parité flottante va entrer en compte, si on dévalue, ça va augmenter la masse monétaire. Ou BO. Ce n'est pas sérieux. Mon cher grand, tu sors de Wharton. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. La compétitivité, c'est l'énergie. Le coût de l'énergie. Il y a un panier de biens ou services qui permet de mesurer la compétitivité d'un pays, dans un pays. Le coût de l'énergie. Le transport. Transport. La main-d'œuvre. Le crédit. Le financement. La terre. La matière première. Par exemple, vous voulez faire le bois. Est-ce que vous avez l'espace disponible à faible prix à l'Est? Est-ce que vous avez les arbres, les forêts qui viennent soit de Centrafrique, soit du Cameroun? Voilà les facteurs qui permettent de mesurer la compétitivité. Est-ce que vous avez un route bitumée qui vous amène ça jusqu'au port de Douala ou bien le chemin de fer? À quel prix? La main-d'œuvre, combien vous payez des travailleurs? Est-ce qu'ils sont bien formés? Est-ce que l'environnement où ils vivent permet de ne pas qu'ils ne soient pas malades? Est-ce qu'il y a une couverture maladie donnée par l'État? Et vous payez peut-être le premium et vous payez une autre partie, autre debout. Voilà, BO. Franchement, si je dis ça, ça me permet de parler de projets, moi, parce que j'ai vu l'autre jour, on dit, oh non, vraiment, moi, je travaille avec le président Maurice Kamto, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire, parce qu'on dit, oh non, il ne faut pas dire ça, parce que comme Kamto en prison, ça peut l'embarrasser. Embarrasser de quoi? Moi, je travaille avec le président Maurice Kamto. Et dans les suggestions que nous lui avons faites, il va en faire ce qu'il va en faire, c'était pour améliorer la compétitivité du Cameroun, de construire un hub logistique à EDA. D'abord, de faire que EDA Douala, il y a une voie express, EDA Yaoundé, une voie express, et de faire un hub, c'est-à-dire que décaler à 20 km d'EDA en montant, là, en allant vers Yaoundé, parce que la terre, il y a la disponibilité de l'espace, bien, et de trouver un 2000, 3000, même 4000, 5000 hectares là-bas, aménager et faire un hub logistique. Pour ceux qui veulent discuter, ceux qui viennent dans le Midwest ici, là, ils arrivent ici à Chicago, des gens intéressants, hein, pas des farceurs. Je vais les amener à Kenosha, ils vont voir à côté, dans le Wisconsin, ils vont voir à Kenosha. Ce que je veux dire. Et quand Maurice Kamto devait arriver ici, on devait visiter cet endroit-là pour qu'il voit lui-même. Un hub. C'est-à-dire, vous voyez là, Amazon, toutes ces grandes entreprises, là, Target, Walmart, ils sont installés là, mais ce n'est pas eux, en fait. Toute leur logistique,
que ce soit leurs conteneurs qui partent ou qui viennent du monde entier. Ça arrive là, ce n'est pas eux. Ils donnent seulement des ordres. C'est arrivé, on paletise, on arrange tout. Il dit, je veux ça, je veux ça, je veux que ce soit emballé comme ça. Il y a tout un métier de logistique, de machin. Des industriels chinois peuvent envoyer 2 000 conteneurs aux États-Unis. Ça va être parqué dans ces endroits-là. Et quand il y a le système d'admission temporaire, quand maintenant une entreprise américaine achète, on livre, et comme tout est électronique, on calcule ce que ça a donné en termes de douane et elle paye. Et donc, l'industriel chinois a un compte d'opération aux États-Unis, après il peut rapatrier ses devises. Donc, on aurait pu mettre en place un système comme ça, parce que ça permet que, au lieu que vous allez payer un conteneur en Chine, vous mettez 1,5 million, le Chinois, lui, il envoie 1000 conteneurs, il met sur un bateau, ça revient à 500 000, ça aurait diminué les coûts. Et le parti de 500 000, il paye l'opérateur local qui fait le stockage, l'emballage, le marquage, la façon. On avait un projet comme ça sur EDA. Et on avait fait des projections au président Kanto qui montraient qu'un projet comme ça allait éliminer les coûts des supermarchés, des industries comme de 50%. En ce qui concerne les frais logistiques, machin, tout ça. Ça allait éliminer ça de 50 à 60%. Ça allait baisser. Et l'État ne déboursait pas grand-chose. Il construisait ça en partenariat public-privé avec des opérateurs étrangers. C'est comme ça qu'on fabrique la compétitivité d'un État. C'est pas en fait dire que non, on va prendre la parité flottante. Non, BO. Franchement, permets que je te le dise. Ça n'enlève pas le respect que j'ai pour toi. Je parle de Bernard Wandji. Maintenant, Bernard Wandji a évoqué le fait que bon, Michel Mwamba, ne cherche pas les problèmes. Arrête de parler de Maurice Kamto sur ce live. OK? Arrête de parler de Maurice Kamto sur ce live. Ça, c'est un peu un live sur Maurice Kamto, Michel Mwamba. Sois sérieux. Voilà. Bon, maintenant, Bernard Wandji a dit que l'État a emprunté 1000 milliards à la BA. L'encours consolidé de l'État à la BA, c'est 1000 milliards, ce qui représente la base monétaire du Cameroun. J'explique ça en français facile. Quand on parle d'encours consolidé, c'est d'abord sur la durée et sur les produits. C'est-à-dire, quand on dit que l'État a emprunté 1000 milliards à la BA, ce n'est pas que l'État a emprunté sur un seul produit, non. L'État a emprunté sur diverses façons. Ça peut être des facilités à 3 mois, ça peut être des facilités à 1 an, ça peut être des garanties, ça peut être des garanties sur prêt. Bref, il y a divers produits que la BER le propose. Donc, l'État va faire un mix en fonction de ses besoins. Il emprunte à divers moments. Mais quand il est défaillant, on procède à ce qu'on appelle la consolidation du prêt. Ça veut dire qu'on regroupe tout ça, on recalcule, on arrive à définir un montant unique et on change aussi les modes des taux. On arrive à faire un taux un peu comme ceux qui font les gestions des stocks font nos coûts unitaires moyens pondérés. Donc, on fait un taux moyen. Donc, en fait, l'État, comment on dit ça en français? L'État a déjà, comment on dit ça en français? Le mot m'échappe. Je ne vais pas dire réchelonner. En quelque sorte, c'est un réchelonnement. Mais le mot m'échappe en français. C'est que, bon, il a consolidé, il a regroupé tout ça. On arrive à un montant unique. On essaie d'avoir un ou deux taux. Voilà, pour simplifier en disant, voilà, la base de temps en temps sera tel taux, la base supérieure de temps en temps sera tel taux. Et quand on regroupe tout ça, ça donne un encours de 1000 milliards déjà. Et Bernard Wandji a dit, il a raison, que ceci représente la base monétaire du Cameroun, qui est de 2000 milliards. C'est-à-dire que l'État, lui seul, est déjà, parce qu'en fait, on s'endette auprès de la Banque centrale. L'État a déjà emprunté, a déjà pris 50% de notre capacité d'endettement auprès de la BA. Il reste 50% pour les maigres agents. Ce qui est gênant là-dedans, c'est que l'argent que l'État a pris à la Banque centrale, là, il n'a pas utilisé ça pour investir. C'est ça qui est gênant. Il a utilisé ça pour financer les déficits. Donc, il n'y a pas de visibilité quant au retour sur investissement de cet argent que l'État a pris à la Banque centrale.
Deuxième chose, la conséquence de ça, c'est que ça va créer une raréfaction du crédit. Je pense que là, Bernard Wandji n'est pas allé dans les détails. Je trouve qu'il aurait dû aller dans les détails. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il vient comme. Est-ce qu'il n'a pas allé dans les détails parce qu'il vient comme étant en face de lui et l'empêcher de parler? J'en sais rien. Ou que Dipital ne lui donne pas la parole, je n'en sais rien. Mais la raréfaction, ça va créer une raréfaction de crédit aux investisseurs. Parce que l'État a déjà pris 50% de la base monétaire du pays, a déjà consommé 50% de la base monétaire. Ça va diminuer la liquidité sur le marché. Tendez bien l'oreille. Ça va diminuer la liquidité sur le marché monétaire. Le marché monétaire, il faut savoir que la banque se finance sur le marché monétaire. C'est-à-dire soit au niveau de la banque centrale, soit sur le marché interbancaire, entre eux les banques. Quand la base monétaire d'un pays est déjà diminuée de 50%, il ne reste que des miettes pour les banques qui sont obligées de se battre entre elles. Les microfinances auront du mal à se refinancer. Et en plus, quand on dit que la BA augmente les taux d'intérêt, ça devient alors très grave pour les banques camerounaises, pour le financement de l'économie. Je dis ça parce que l'État du Cameroun essaie d'entretenir un climat de « oh non, tout va bien ». Non, 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 on explique, on fait un live comme ça pour dire que tout ne va pas bien et qu'il y a une nécessité vraiment à agir et vraiment agir et ne pas envoyer les gens sur les plateaux télé pour dire tout va bien. Bon, je sais qu'il ne veut pas créer la panique, il ne veut pas créer de… Voilà, il ne veut pas faire paniquer les gens. Mais au moins, il faut leur dire la vérité et entreprendre des actions. Voilà. Il y a deux solutions pour sortir de cette situation. Étant entendu que l'État a utilisé les 1000 milliards pour financer les déficits, l'État a deux alternatives. Soit il augmente les impôts, soit il procède à un nouvel emprunt, soit il cède des actifs. Soit l'État augmente les impôts, soit il emprunte pour rembourser les prêts, soit il cède des actifs. Ça veut dire, par exemple, il dit, bon, j'ai vendu la CDC à 1000 milliards ou à 500 milliards et je rembourse 50% à la BA. Soit il augmente les impôts, il dit, bon, on va encore serrer les importateurs au port de Douala, serrer les contribuables pour trouver 500 milliards pour payer la BA. Soit il emprunte et il va là-bas, il trouve un moyen, il dit, bon, je vais faire une route là, on lui donne l'argent, il construit jamais la route et il paye la BA. L'autre moyen, c'est de titriser sa dette intérieure et la mettre sur la Douala Stock Exchange sous forme de produits financiers et utiliser ce qu'on appelle Asset Backed Security et utiliser cet argent pour renflouer le système directement, c'est-à-dire que directement chez les banquiers, les banques commerciales, etc., payer les factures des opérateurs économiques, amener les entreprises qui ont travaillé pour l'État. Ça permet que le système se relance et génère un supplément d'impôts qui vont permettre de payer la BA. Je répète, le dernier système pour l'État, donc j'ai dit trois, j'ai déjà énoncé les trois, le quatrième et dernier point, c'est que l'État du Cameroun doit procéder à la titrisation de sa dette sous forme d'obligation coupon zéro, vendre cette dette sur les marchés financiers, pas comme on a fait autant dans Cameroun Foumou, ça a donné lieu à beaucoup de manipulations. Hein. L'exemple de la CBC et Michel Fosso et Franck Biaella, hein, pour ceux qui veulent titriser la dette, vendre sur les marchés financiers, lever des fonds, payer les opérateurs privés camerounais qui ont travaillé pour l'État, qui n'ont pas été payés, rembourser les banques locales, ça permet de réinjecter un supplément de liquidité. Et l'économie repart, et quand l'économie repart, donc ça évite la récession, quand l'économie repart, ça dégage un supplément d'impôt qui permet de payer la BA. Ne dites pas un jour qu'on ne vous avait pas dit. Hein. On est en train de vous dire. Ensuite, il y a la fiabilité. Je réponds toujours avec comme la fiabilité des statistiques.
Quand, non, je réponds toujours à Bernard Wandila, oui. La fiabilité des données statistiques. BO, comment est-ce que la BA peut avoir dit que les réserves se portaient bien, alors qu'on se rend compte qu'en 2008, selon une étude de Bien-Nuncam, alors que le coût du pétrole était à 100 $, les réserves avaient déjà commencé à décliner. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Je passe maintenant au 6e point. Ongbazi Martin qui a dit que la baisse du coût du pétrole est responsable du déséquilibre de la balance des paiements. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, M. Martin Ongbazi. Le Cameroun est importateur de pétrole brut et il est exportateur de pétrole brut. Si la baisse des coûts du pétrole a diminué les revenus du Cameroun, donc le cash inflow, la même baisse du coût du pétrole a aussi diminué les dépenses du Cameroun, expenditure, dans le cash outflow. Je vais dire ça en anglais. Revenue is linked with cash inflow. Expenditure is linked with cash outflow. L'argent qui rentre est lié au cash inflow, le cash qui vient. L'argent qui sort, les revenus, est lié aux dépenses. Si le prix du pétrole ou les coûts du pétrole baissent et que nos revenus baissent, ça veut dire aussi que nos dépenses baissent. Martin Ongbazi, le Cameroun est importateur de pétrole pour faire tourner sa raffinerie, la Sonara. Et il est aussi producteur-exportateur de pétrole. Si les droits que le Cameroun perçoit, je ne sais pas, c'est 17 ou 20% sur l'exploration-production des majors pour la vente à l'étranger baisse parce que le coût du pétrole a baissé, il faut aussi savoir que l'argent que le Cameroun sort pour acheter le pétrole brut à l'étranger a lui aussi également baissé. Donc, c'est deux côtés. Oh, tu ne peux pas nous dire que nous dépensons beaucoup pour importer du pétrole. Nous ne percevons plus assez d'argent quand nous vendons du pétrole et ne pas nous dire que nous dépensons aussi moins d'argent quand nous voulons acheter du pétrole. La différence est un gap. Et le gap ne change pas. Parce que les quantités de pétrole, par exemple, supposons qu'elles restent constantes, les quantités importées restent constantes, la baisse des coûts affecte les deux. C'est le solde qu'il faut calculer. Donc, c'est un faux argument. Ensuite, il faut savoir une chose. Les coûts du pétrole ont baissé, mais le coût du dollar a augmenté. Je prends un exemple simple pour que les Camerounais comprennent. Le Cameroun vend 1000 barils de dollars, 1000 barils de pétrole, avec le coût du baril à 80 $, disons. Le pétrole est à 600. Est à 500. Le coût du dollar à 500. Ça fait 80 000 multiplié par 500, ça fait 40 000. Supposons maintenant que le Cameroun vend toujours 1000 barils de pétrole avec un coût à 60 $, mais le pétrole à 600. Ça fait 60 000 $, ça fait 60 000 $, oui, multiplié par 600. Je voulais faire les calculs, on est à 480 000. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Au contraire même. Le coût du pétrole, quand il était à 80 $, le coût du dollar était à 500 francs CFA. Le coût du pétrole aujourd'hui est à 60 $, mais le coût du dollar, il est à presque 600 francs CFA. Il n'y a pas de perte de valeur nette pour l'État du Cameroun. Voilà, il n'y a pas de perte de valeur. Ongbazi, tu peux refaire les calculs. Le coût du pétrole a baissé, mais le coût du dollar a augmenté.
Avant, le pétrole était à 100 $, mais le cours du dollar, il était bas. Il n'y a pas de perte de valeur en valeur absolue. Comme on dit en économie, on raisonne en valeur absolue. Il n'y a pas de perte de valeur. Donc, c'est un faux argument. Autre chose, le marché de vente et achat du pétrole est un marché à terme. Ce n'est pas comme le marché de la banane, qu'on va au marché que bon, quand on envoie, on disait bon, on va faire le topsy banane aujourd'hui, va au marché payer la banane. Bon, moi, j'allais acheter la banane. Hein. De maman, c'est combien le tas? Ah, mon enfant, c'est 5 ans le tas. Non, vraiment, c'est dur. Je vais acheter 5 tas là. Fais le prix, fais le prix. Bon, ok, donc 40 francs, donne l'argent. 40 fois 5, 200, je lui donnais 2 pièces de 100 francs. Je chargeais la banane, je mettais sur la tête. Ce n'est pas comme ça. Le pétrole, c'est les ventes à terme. On vend avant d'avoir produit. On peut même vendre 5 ans avant d'avoir produit. On peut même vendre sans avoir exploré. On vend déjà. Non, il faut aller dans les contrats que la SNH passe avec les majors pour savoir le vrai cours du pétrole. Le cours auquel ça a été vendu et le montant, le cours du dollar au moment de règlement. Donc, tu ne peux pas te mettre à la télévision et dire « Oh oui, le prix du pétrole, la baisse des cours du pétrole. » Non, ce n'est pas vrai en base du matin. Je n'ai fait qu'expliquer les concepts. Hein. Je n'ai pas attaqué. Donc, tu ne peux pas dire des contre-vérités comme ça à la télévision. Ensuite, le 7e point, c'est la nouvelle réglementation CEMAC. Bon, j'ai entendu ça chez Ervincom et Ongwazin qui ont dit non, la nouvelle réglementation CEMAC va ramener les devises au Cameroun parce que les banques ont déjà commencé à ramener 2800 milliards et vous êtes marrants, hein, vous les amis, franchement. Donc, vous pensez que pour vous, c'est la solution, c'est ça. C'est-à-dire la nouvelle réglementation, là, c'est ça. Une fois qu'on a fait ça, que les banques vont ramener. Les banques, écoutez, ce qui va se passer, les banques, j'ai bien dit encore, je m'adresse surtout à Ervincom, qui dit, il a dit qu'il a travaillé dans le département international. Bon, il a quand même dit quelque chose qui est vrai. C'est que les banques camerounaises, je vous explique, vous êtes un importateur camerounais, vous avez envie de faire venir un conteneur. Bon, quand c'est en Europe, c'est plus facile. Là, les banques camerounaises font les opérations directes. Quand c'est en Europe, c'est plus facile. Mais c'est plus compliqué avec la mondialisation. Quand vous voulez aller vers des pays comme le Vietnam. Vous voulez, par exemple, que votre banque, CBC Bank, règle votre fournisseur au Vietnam. CBC n'est pas présent au Vietnam. CBC n'y a pas une agence. Les Vietnamiens libèrent ses factures en dollars parce que la monnaie du Vietnam reste à l'intérieur, etc., etc. Donc, vous allez vers la CBC. CBC vous dites, voilà, moi j'ai envie de payer un fournisseur 100 millions pour 5 conteneurs de textiles que j'importe du Vietnam. CBC va vous dire, bon, il faut une lettre de crédit, faites-moi un dépôt de 50% ici, dans mon compte. Voilà ce que je vais vous faire payer, le taux d'intérêt, les frais, etc., etc. Mais CBC n'exécute pas, ne peut pas virer l'argent à votre fournisseur. Votre fournisseur dit, je veux une lettre de crédit. La CBC va se rapprocher elle-même, une fois que les conditions entre vous et la CBC sont correctes, elle va se rapprocher elle-même d'une autre banque, par exemple, qui est la HSBC en France, qui est son partenaire, en disant, bon, j'ai besoin d'une lettre de crédit, comme toi tu es présent au Vietnam là, est-ce que tu peux me délivrer une lettre de crédit au Vietnam, soit directement à mon client, qui soit opposable au client de mon client, au fournisseur de mon client, soit à la banque du fournisseur de mon client. Et HSBC va dire, bon, écoute, compte tenu de la situation au Vietnam, moi j'exige que tu me donnes 100% de l'argent. C'est pour ça que les banques créent les comptes et mettent ces devises à l'étranger. Mais est-ce que le fait de rapatrier ces devises au Cameroun, ça va changer vraiment quelque chose? Ça ne va rien changer. Hein? Ça ne va rien changer. Je vous dis, ça ne va rien changer. Vous verrez. Si ça change quelque chose, vous me direz. Parce que de toute façon, ces devises a figuré déjà dans le compte des banques. Ça figurait dans le compte des banques. Donc, ça ne les empêchait pas d'exécuter des opérations de transfert à l'étranger pour régler les factures des fournisseurs, notamment pour les industriels qui veulent importer la matière première des machines hautes. Ça ne générait pas. Autre chose, dans le même fil d'idée, quand on calcule, on se rend compte que notre pays était à 2 mois d'importation, alors qu'un pays comme le Cameroun a les moyens d'être à 3 ans, 4 ans d'importation en réserve. On a les moyens.
si le pays était bien géré. Ce qui va même se passer, c'est que de plus en plus, les opérateurs camerounais vont se rapprocher des consultants à l'étranger qui vont leur montrer comment contourner cette réglementation. Parce que quand vous mettez une réglementation comme ça, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est très facile à contourner. Ils vont contourner cette réglementation. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Je l'ai dit encore précédemment, les comptes en devises sont normales. Ça fait partie de la liberté de commerce pour les entrepreneurs privés camerounais. Ça permet d'optimiser l'usage de leur trésorerie. Je suis un exportateur. Et si vous voulez que les exportateurs ne puissent... Si vous voulez, pour qu'un exportateur met de l'argent à l'étranger dans un compte en devise pour optimiser sa trésorerie. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai entendu ce que j'ai entendu à la télévision, là, parce que je suis un exportateur, je peux cacher mon argent dans les gift cards de Amazon ou Starbucks. Vous ne verrez rien. C'est un faux débat. Je vous dis, cette législation-là, c'est une législation. C'est bien pour le confort intellectuel ou mental des salariés de la BEA, mais ça ne va rien changer sur le terrain. Il faut faire un deal avec les hommes d'affaires et créer des opportunités pour que les capitaux puissent revenir s'investir dans l'économie. Une autre chose dont je l'ai déjà dit précédemment, nous avons de très petites banques commerciales. Il est temps pour notre pays, le Cameroun, de se doter de banques commerciales qui ont une taille ou une étoffe, une envergure internationale. Nous avons de très petites banques commerciales et ça nous pénalise énormément. On ne peut pas aller loin avec ça. Les banques commerciales camerounaises sont très petites. Et du fait qu'elles sont très petites, elles ne peuvent pas effectuer des opérations de transfert direct. Je vous dis, il y a je ne sais pas quels sont ceux qui travaillent avec BIA. Ils doivent lui regarder, aller ressortir tous les rapports. Là. Il y a des plateformes comme le Bercy en France, il y a des discloses, des rapports publics. Moi, j'ai accès à ça ici à travers notre bibliothèque digitale en format PDF. Bon, je ne les partage pas pour éviter les problèmes ici. Mais si vous allez regarder, vous allez voir qu'il y a des rapports. Les rapports, par exemple, les rapports Strauss-Kahn, il y a plein de rapports, les rapports Attali, il y a plein de contenu là-dedans. Pourquoi qu'ils disaient au gouvernement français, attention, nous devons créer, quand on faisait déjà l'Europe et que la mondialisation arrivait, les présidents, que ce soit Mitterrand, que ce soit Chirac, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, à chaque fois on commandait les rapports pour dire, voilà, il nous faut des grands champions nationaux dans la banque. Pourquoi il nous faut des grands champions nationaux dans la banque? C'était pour régler ce genre de problème. Si vous êtes un pays, vous avez une banque, vous dépendez des banques commerciales étrangères, vous êtes comme ça. Il y a urgence pour notre pays d'abord de créer beaucoup de banques et de procéder à la fusion, absorption de nos... On doit donner les moyens à une banque comme Afriland Bank de faire l'acquisition des banques en Égypte, de faire l'acquisition des banques au Tchad, de faire l'acquisition des banques en RDC, en Angola, au Sénégal, en Algérie, en Tunisie, d'aller à l'assaut des partenaires, de prendre des participations dans des banques au Vietnam, etc. Donc, la Banque centrale doit échanger, l'État et la Banque centrale doivent travailler la main dans la main, échanger les données pour qu'on sache vers où les opérateurs privés camerounais vont pour faire des affaires et avoir 2 ou 3 ou 4 champions nationaux de la banque qui vont là-bas prendre des participations dans des banques pour nouer des partenariats. Ça permet de contrôler les banques internationales. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais compris la stupidité d'un gars comme Essimi Meigné. Avec tout ce qu'il avait débité comme conneries, oh, c'est les bas. Là où le pays a besoin d'avoir des grands champions nationaux dans le domaine de la banque. Nous avons besoin d'avoir des grands champions nationaux dans le domaine de la banque. Et on ne s'en sortira pas si on n'a pas ces grands champions nationaux dans le domaine de la banque. C'est parce que nous n'avons pas de grands champions nationaux dans le domaine de la banque que ce qui nous arrive en ce moment nous arrive. Nos banques sont obligées de passer par des grandes banques internationales et je ne vous dis pas les frais financiers, 10-12%. C'est énorme. Aux États-Unis, si quand moi je suis pas envoyer l'argent en Chine pour faire acheter des trucs et tout, pour amener au Cameroun, peut-être, je ne sais pas moi, pour divers trucs que j'ai à faire là-bas, si je transfère, je ne sais pas moi, 50 000 $, je paye 100 $ et quelques.
145 $. Au Cameroun, pour le même montant, tu paierais 5 000 $. C'est parce qu'il y a trop d'intervenants dans la chaîne. Et c'est les intermédiaires financiers qui se taillent du beurre sur le pauvre Camerounais. Pour éviter ça, le gouvernement camerounais doit fabriquer des grands champions dans le domaine de la banque. Donner les moyens à des banquiers camerounais de créer de grosses banques d'État internationales, continentales, africaines. Mon benchmark, c'est le Nigeria. Regardez, le Nigeria a compris. Mohamedou Sanusi, Lamido Sanusi, Lamido Sanusi, Mohamedou Sanusi, qui était l'ancien gouverneur de la Banque centrale. C'est lui qui a mené cette politique. Il est déjà venu ici, je le connais. Je sais que quand je vais en Côte d'Ivoire, on va dire, oh là là, celui-là, il fabrique des trucs dans sa tête. Oui, bon. Si on laisse dormir chez soi, oui. Mais si on bouge comme nous, on connaît du monde. Lamido Sanusi, bon, aujourd'hui, il est Lamido. Il vient ici, les Eloumelou. C'est lui qui les a dit, attendez, il faudrait, au moment de Goodluck Jonathan, avec Ngozi, qui était ministre des Finances au Nigeria, il nous faut fabriquer des grands champions nationaux dans la banque, qui soient présents en Chine, qui soient présents au Cameroun. Ils ciblent tous les pays où les Nigérians peuvent faire des affaires, où il y a une importante communauté nigérienne, où les Nigérians peuvent importer la matière première ou vendre des produits. Leurs banques doivent être implantées là-bas. Et là où elles ne sont pas implantées, elles prennent des participations pour nouer des alliances croisées. Ça peut être des participations croisées, ça peut être des acquisitions, la minorité de blocage, etc., etc. Ce n'est pas le décret. Nos aînés là, comprenez que l'ère du décret là, c'est terminé. Le décret dans les pays comme aux États-Unis, ça permet de régler les affaires criminelles, de criminalité. Vous ne réglez, ce n'est pas décret du chef de l'État, décret du ministre, le décret, tout décret. Non, ce n'est pas le décret qui règle l'économie. C'est le dialogue, les initiatives, l'imagination. Dialogue, initiative, imagination. Il est temps que notre pays fabrique des grands champions nationaux. Le Togo a fabriqué EcoBank. Comment la Côte d'Ivoire, Atlantic Bank, Bank of Africa. Comment nous, le Bénin a fabriqué Bank of Africa, la Côte d'Ivoire, Banque Atlantique, etc. Nous, on a quoi? Afriland Bank. Afriland, vous lui enlevez la Guinée équatoriale, il n'y a plus rien. Il est temps qu'on commence à fabriquer des grands champions qui soient présents partout, soit avec une filiale propre, soit par des acquisitions, soit par des prises de participation, des participations croisées, des participations simples. Pour avoir des tentacules. De façon que les opérations de transfert soient directes et non plus en passant par des banques internationales qui nous tombent de la laine sur le dos. Je veux dire, si vous ne mettez pas ces débats sur la table et que vous venez à un plateau de télévision un mardi soir, quand vous avez fini de manger votre poisson braisé dans derrière la White House, vous montez à STV à l'époque là, vous connaissez les hommes d'affaires. Comme chez nous, on aime bien un bouc émissaire. Quand c'est un Pakamto, c'est les hommes d'affaires Bamileke, ça ne va pas marcher. Surtout que, bon, en ce moment-là, bon, le Bamileke, on veut casser du Bamileke au Cameroun. Oh, c'est les importateurs. Franchement, j'ai vu une pauvreté dans l'analyse sur le plateau de STV. Je me suis posé des questions. J'ai décidé de faire un live. Pas pour attaquer les gens, mais pour éclaircir un certain nombre de points. Ah oui, le Cameroun doit fabriquer les championnats. Je sais que ce n'est pas la préoccupation de Paul Biya, parce que lui, son souci, c'est de voir les blancs. Parce que lui, vraiment, il est noir sur son corps, là, mais c'est un blanc dans sa tête. Quoi. Lui, c'est les blancs, les blancs, les blancs. Vous l'avez qu'à voir, quand il est devant les blancs, il rit, il est heureux. Mais quand il est devant les noirs, il faut fabriquer les champions nationaux. Aïdjo avait déjà compris ça en son temps. Nous, on n'était même pas presque pas nés. Mais quand on regarde le fil de l'histoire dans notre pays, on voit qu'Aïdjo, lui, il avait compris ça. Voilà. Voilà. Nous devons avoir des grands champions nationaux qui peuvent aller au Forex. C'est-à-dire le marché des devises. Ça veut dire qu'elles peuvent aller là-bas acheter. Elles peuvent aller acheter des devises. Pour elles, pour vendre à des particuliers, elles peuvent aller acheter à des personnes. Ensuite, je l'ai dit la dernière fois, le Cameroun en ce moment, la crise des devises, ne me parlez pas du Congo, du Gabon, ça ce n'est pas mon problème.
Le Cameroun paye 5 années au moins de politiques qui ont consisté à malmener la diaspora. La crise de devises qui est en ce moment au Cameroun, elle est à 50 à 60% due au moins à deux choses. La crise anglophone, parce que vous aviez ignoré que la CDC, etc., le tourisme, la zone anglophone. Et deuxièmement, le Cameroun qui malmène sa diaspora. Les Camerounais, je vous dis, si les autorités camerounaises n'ont pas certaines informations qui leur remontent, 80% des Camerounais qui vivent dans la diaspora vont en vacances, mais ne vont plus en vacances au Cameroun. 80%. Vous voyez des Camerounais ici, ils vont en vacances en Côte d'Ivoire. Ils rentrent avec les trucs à quoi, bah, machin, machin. Et ils sont heureux, ils sont prêts à y repartir. Le ministère du Tourisme en Côte d'Ivoire les appelle en disant, oh, si vous pouvez créer un groupe, entrer en contact avec notre ambassade pour créer un groupe de voyage, nous serons heureux de vous accueillir. Les Camerounais partent en vacances au Sénégal. Les Camerounais partent en vacances au Maroc. Les Camerounais partent en vacances en Tunisie. Moi, je vais aller en France là, prochainement avec une amie, on va aller au Maroc. Ils ne partent plus en vacances au Cameroun. Où vont les devises, les euros, les dollars, les yens, les machins? Ça va dans ces pays-là, ça ne va plus au Cameroun. Nos ambassades sont devenues maintenant des endroits de filtrage, des gens qui ont, oh, vous avez dit ceci sur Facebook, on ne va plus vous donner le visa. Mais attendez, ce type-là, on le paye avec quoi? On fait tourner l'économie. On ne va plus vous donner le visa. Mais le type qui sort de là, il traverse la route, il va y prendre le truc pour l'ambassade. Il va en vacances au Maroc. Il monte sur le chameau, il mange des dattes, il va à la plage, il s'envoie en l'air. Après, il revient chez lui. Il n'a rien à foutre du Cameroun. On laisse partir les devises parce que la rancune, parce que la rancœur, parce que l'envie de faire mal à son prochain, parce que... Et vous ne parlez pas de ça sur les plateaux de télé. Moi, j'en veux au moins à Dipita Tongo. C'est d'avoir volontairement, parce qu'il n'est pas un enfant, il a volontairement éliminé, il a nettoyé tout ce qui était diaspora dans le débat. Il a tout fait pour que ce mot-là ne sorte même pas une fois. Le mot diaspora n'a même pas été prononcé une fois. Dipita Tongo, regarde-moi bien dans les yeux. Toi et moi, on se connaît. Toi, tu as des connexions ici dans la diaspora. Comment tu as pu te comporter comme ça? Tu sais, à force de devenir Sardina, tu vas finir par devenir comme Thierry Ngonga. Hein? Tu vas te retrouver le dos au mur. Hein? Et une fois que tu seras lâché là pour même les contacts à la diaspora, tu seras fini. Regarde ce que ton prédécesseur est devenu. La crise financière des devises qu'il y a dans notre pays est d'abord une crise, et je dirais même surtout une crise du déficit de transfert de la diaspora. Quand je dis transfert, ça veut dire de ses investissements, des voyages. Je vous ai dit, quand un Camerounais qui vit aux États-Unis arrive et dépense 10 000 $ au Cameroun, les 10 000 $ sont considérés comme l'exportation. Aux États-Unis, les 10 000 $ sont considérés comme l'importation. Au Cameroun, les 10 000 $ sont considérés comme l'exportation. Alors, où il n'y a plus de Camerounais, les gens ne viennent plus. Il n'y a que quelques gens qui ne viennent plus. Qui va encore au pays? Marie-Paul. Bon, pour aller se mettre là, tourner les fesses, c'est les Marie-Paul qui vont au pays. Est-ce que les Camerounais encore de manière inclusive vont au pays? Non. Et cet argent, ils le dépensent ailleurs. Ils commencent à aller au Mexique, visiter les sites des Aztèques et des Mayas. Ils ne vont plus au Cameroun. Il est temps que ça change. Il est temps que l'État du Cameroun se ressaisisse. Il est temps que l'État du Cameroun fasse des vraies réformes. Et pour moi, la personne qui peut porter ces réformes, que cela vous plaise ou pas, c'est M. Maurice Kamto, qui a gagné les élections du 7 octobre, président élu. C'est lui qui est capable de porter ces réformes. Voilà. Vous ne pouvez pas dire, oh, voilà, on va s'affranchir, on va se passer de... Non, c'est pas sérieux quand même. C'est pas sérieux. Voilà. J'embraye, je vais vite. Je l'ai dit sur mon mur Facebook, qu'en écoutant les panélistes, j'ai l'impression que nous étions une colonie et qu'aucun investisseur sérieux ne pouvait venir au Cameroun. Voilà, ne pouvait venir investir ou délocaliser le siège de son entreprise. J'ai rappelé à des gens comme Benjamin Zébazé que dans des pays comme
dans les pays comme le Singapour, l'Irlande, l'essentiel des recettes fiscales ou des devises qui arrivent, c'est les entreprises internationales qui délocalisent leurs grands sièges là-bas. On leur donne, des sièges d'abord sont construits, on leur donne une facilité en termes d'impôts, donc elles amènent leurs devises, elles payent leurs emplois, on les autorise à payer. Vous prenez Apple. Qu'est-ce qu'Apple a à foutre du franc CFA s'il installe un siège au Cameroun? Apple n'a rien à foutre de votre franc CFA. Ils ont tellement de devises en dollars. Ils peuvent même passer un accord le gouvernement camerounais en disant on n'a rien à faire. Ils ne sont pas là pour vendre quelque chose. Hein. Ils installent leur siège, ils disent bon voilà, nous avons 8000 comptes bancaires à gérer dans le monde, en Europe par exemple. Pour que les 8000 comptes bancaires soient gérés, nous allons installer un siège au Cameroun. Nous allons recruter 2000 Camerounais. Ils vont travailler dans ces sièges-là, des enfants qui sortent de l'Université catholique de Yaoundé. On va faire venir des seniors des États-Unis. On les forme, on leur montre ce qu'il y a à faire, ceux qui sont dans l'informatique, ceux qui sont dans la comptabilité ou la finance, ceux qui sont, etc., etc. Une fois qu'on leur formé, ils travaillent à distance. Et Apple va dire, écoutez, moi, les bulletins de salaire, je les ai mis en dollars. Il envoie. L'État du Cameroun défalque l'impôt sur le revenu. Apple paye, etc., etc. Ça existe. C'est ça qui a fait la fortune de Singapour. C'est ça qui a fait la fortune de Hong Kong. C'est ça qui a fait la fortune de l'Irlande. C'est ça qui fait la fortune de la Belgique, de la Hollande. Je dis ça parce que dans le projet que nous avons réfléchi à Maurice Kamto, quand moi je vois l'engagement de Ndoki, je pense toujours à une chose, de maître Michel Ndoki. Je pense toujours à une chose. Dans le projet que nous avons travaillé, dans les travaux que nous avons fait avec le professeur Maurice Kamto, il y avait cette idée que la ville de Douala est une ville hospitalière. Les autochtones de Douala sont hospitaliers. Mais on les a perturbés avec une affaire qu'on a appelée halogène autochtone. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On les a perturbés avec une affaire qu'on a appelée halogène autochtone, qui n'a pas lieu d'être. Et il fallait remplacer ça par une politique inclusive. Ça veut dire une politique qui profite aux autochtones de Sawa, si on peut dire. Vous avez tous vu la vidéo où le professeur Maurice Kamto était à Douala et rencontrait des hommes d'affaires et disait, écoutez, moi, élu sur Douala, au niveau du plateau Jos, je vais mettre en place une réglementation où les immeubles, ce sera 50 étages et plus. Ce ne sera que des tours. On va raser tout ce qui est là. On va construire des tours. Je vous explique un peu. Et moi, quand il avait dit ça, j'avais appelé le professeur. J'ai dit, bon, professeur, président. Il m'a dit, écoute, fiston, mon fils, réfléchis et tu m'envoies le fruit des réflexions. Et quand il devait venir aux États-Unis, bon, il n'a pas pu venir parce qu'il était tellement busy par la campagne. Il avait envoyé pour Gaîté d'homme. Mais il y avait cette idée on avait pris rendez-vous dans 2 grandes entreprises ici, dont je ne vais pas donner les noms. C'est les entreprises qui ont fait Dubaï. C'est eux qui ont fait un bureau d'études et une entreprise de... Bref, un conglomérat qui fait dans tout la construction, l'énergie, etc. C'est eux qui ont pratiquement fait Dubaï. Donc, on avait pris rendez-vous. L'idée était de faire la chose suivante. De délivrer un titre de propriété appartenant à la communauté Sawa. C'est que tous les Sawa là, c'est que de Bonabéry, ce sont les Aqua, les Daido, les Bonabéry, les Bonatiki, les Bonamanya, un titre de propriété. Les Balimba, sur les îles qu'ils ont et tout ce qui est biche aux alentours. Là. De faire un projet comme le projet que Ouéa a fait au Libéria, ou comme le projet comme Atlantis ici à côté des États-Unis, où on se met en partenariat avec des investisseurs étrangers, on construit un centre où il y a centre de conférence, hôtellerie, duty free shopping, massage, remise en forme, bref, il y a tout un ensemble, ce qu'on appelle des facilities, que les gens puissent aller dans ce centre-là, et une fois qu'ils arrivent dans ce centre, ils trouvent tout le nécessaire qu'ils ont vraiment pour être à l'aise. Et le professeur Kamto disait, voilà, mon fiston, une fois qu'on a fait ça, on amène des investisseurs, le fonds souverain de l'État, on évalue l'apport de ce que valent les terres, etc., etc., etc. À cause de la zone d'achalandise, l'endroit où ils sont situés.
On évalue cela, l'État met sa part. L'État peut mettre sa part, ça peut être 100 milliards de francs, j'en sais rien moi. L'État paye pour les communautés locales en plus de l'apport. Donc les communautés locales, on les donne au moins 35% de la minorité théorie de blocage. Et l'État amène maintenant des partenaires étrangers. On construit les infrastructures avec les hôtels, avec les centres commerciaux, les shopping malls, duty free, donc on ne paye pas de TVA là-bas, on ne paye pas de taxes, etc. On construit les logements pour les personnes, les gens qui ont des revenus élevés et qui ont besoin d'un endroit calme pour se reposer. On construit un ensemble d'activités, les centres de remise en forme. Il y a un ensemble d'activités comme ça qu'on développe. Et les revenus des autochtones dans ce shopping mall-là allaient être séparés en deux. Un dans une fondation. La fondation va prendre l'argent pour donner des bourses, pour financer le Ngondo, pour préserver leur culture, pour préserver financer des établissements dans les cantons qui sont un peu en retard et où habitent en majorité les Sawa, leur donner même des prêts immobiliers, prendre des participations dans des entreprises pour que les enfants Sawa, par exemple, si on dit que la fondation en question possède 15% du capital de Fokou, on peut passer un accord en disant que voilà, les enfants Sawa sont prioritaires chez Fokou. S'ils ont un camion pour déposer, pour que Fokou fasse le transport, ils les payent derrière. C'est ce qui s'est fait aux États-Unis. Et nous avons copié ça sur le modèle de comment le gouvernement américain négocie avec les minorités indiennes autochtones. Vous voyez très peu les Indiens faire du bruit parce qu'on leur a donné certains avantages. Et on avait regardé ça et on a envoyé au professeur Maurice Kamto, comme c'est un juriste, il a vu, il a compris ce qu'il a fait. Et l'autre moitié des revenus permet maintenant de créer une société civile immobilière. Et cette société civile immobilière maintenant est détenue toujours par les autochtones Sawa. Et ils peuvent donc faire un nantissement de leurs actifs dans, dans un projet pour lever des fonds et commencer à construire des immeubles. C'est-à-dire des immeubles sièges, comme vous avez la Défense à Paris, comme vous avez Manhattan en Côte d'Ivoire, comme vous avez Santon en Afrique du Sud. Il n'y a que le Cameroun qui n'a pas ça. Quand vous allez à Aqua, c'est encore des petits machins de 1, 2 niveaux. Non. Maurice Kamto avait dit, on va faire des trucs 30, 40, 50 étages, bien élevés en hauteur. Et quand vous avez fait ça maintenant, vous faites une fiscalité particulière en disant, voilà, on prend une loi. Les entreprises qui sont implantées au niveau du plateau Jos, dans le plateau Jos, qui sont des sièges d'entreprise ou bien des localisations d'entreprise, vous faites dans le tertiaire. Voilà ce que ça vous coûte en termes d'impôts, en termes de ceci, en termes de cela. En ce moment, ces entreprises délocalisent une partie de leurs activités. On dit, voilà, nous voulons sous-traiter notre comptabilité, nous allons implanter une succursale au Cameroun et nous implantons ces succursales là-bas. Nous allons implanter un centre d'appel, nous implantons ça là-bas, etc., etc. Bref, centre d'appel, c'est un peu différent. C'est comme ça que ça marche en Irlande. Et ça génère beaucoup de choses parce que les gens qui viennent former les employés, il faut bien qu'ils dorment dans des hôtels. Donc, il va falloir construire des hôtels dans la ville. Il faut bien qu'il y ait le transport, il faut bien qu'ils mangent. Ça génère essentiellement des devises. Pour un pays comme le nôtre qui a besoin de devises, même les travailleurs dans ces endroits-là, on leur donnerait les chèques en devises. On pourrait les payer à la caisse, c'est-à-dire on a